Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation de l'Association des véhicules électriques du Québec, votre source incontournable d'informations. Les Canadiens sont d'accord à l'arrivée des véhicules électriques chinois. Nouvelle stratégie automobile annoncée par le fédéral avec le retour de la subvention. Ford et GM dans un tournant stratégique majeur. Et Propulsion Québec tiendra l'événement VECTA 2026. Des nouvelles sommes pour l'installation de bornes de recharge. Chronique supercharge, les batteries au sodium. La chronique le verre à moitié plein. Sur le plan environnemental, est-ce que les véhicules électriques chinois sont une bonne chose? Et en grande entrevue avec Étienne Saint-Cyr d'Hydro-Québec, on parle des plans tarifaires d'Hydro-Québec, lequel choisir lorsqu'on n'est pas propriétaire d'un véhicule. Le FlexD est tout indiqué, surtout si on est en mesure de programmer les outils de charge et se charger tout le temps à l'extérieur des périodes de pointe. Bienvenue à l'épisode 215 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Bienvenue à cet épisode numéro 215 de Silence on roule. 215, 10e année en cours de route de ce balado dédié au transport électrique. Je remercie tous les électromobilistes et tous les auditeurs que je croise dans des événements, dans des salons, dans des conférences et qui viennent me saluer, me serrer la main, me dire bonjour, qui écoutent le podcast. Je suis toujours surpris, en fait. J'ai de la misère à concevoir, étant donné qu'on est dans un médium là, audio, que les gens font le lien entre mon visage et ma voix, mais c'est oublié que pendant plusieurs années, ma figure était sur la pochette du balado, donc les gens sont habitués de voir ma binette, donc me reconnaissent ou reconnaissent ma voix. C'est arrivé encore la fin de semaine dernière où quelqu'un est venu me saluer. J'étais dans un restaurant, il m'a entendu passer la commande, puis il est venu à ma table, puis il me dit « Est-ce que tu es Martin Archambault de Silence on roule? » Il a reconnu ma voix, donc il y a des gens auditifs dans la vie, il faut croire. Donc, merci à vous tous qui prenez le temps donc, de nous écouter et de nous donner un petit feedback. Comme ça, on a l'impression d'être un peu moins seul, quoi qu'on regarde évidemment les statistiques de téléchargement et force est d'admettre que je suis loin de parler seul. En tout cas, vous êtes beaucoup à l'écouter. Si jamais vous n'êtes pas des amateurs de voitures électriques, il y a quand même pas mal de milliers de personnes qui téléchargent les épisodes à tous les mois. Donc, merci beaucoup à vous tous. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille fortement de le faire avec Apple Balado, avec Spotify, peu importe l'outil que vous écoutez pour votre balado. Vous avez toujours l'option là, de vous abonner gratuitement. Ça ne coûte rien, hein? Et ça fait en sorte que quand les nouveaux épisodes sortent, ben, vous êtes avisé, vous les recevez automatiquement sur votre téléphone, votre tablette, peu importe, et vous pouvez nous écouter comme ça avec vous sur la route. Aujourd'hui, un épisode, ma foi, très chargé. Qu'est-ce qui se passe de ce temps-ci? On le sait, hein? Donc, ça bouge au gouvernement, des annonces. Donc, on va parler du retour de la subvention fédérale, etc. Les véhicules chinois, on en entend beaucoup parler. On va en parler aussi avec notre ami Daniel Rochefort qui nous parle de l'aspect écologique de ces véhicules chinois-là. Il y en a qui se posent des questions. C'est une bonne affaire? Ben, il va démystifier tout ça dans quelques instants. Mais notre entrevue principale aujourd'hui, on a notre ami Étienne Saint-Cyr qui était déjà venu dans le passé faire des entrevues avec nous. Très intéressant. Étienne, il nous explique les différents plans tarifaires qu'Hydro-Québec offre à ses clients. Et puis, évidemment, en fonction de ce qu'on fait ou de l'utilisation qu'on a de l'électricité, notre mode de vie, ben, quand on a un véhicule électrique, on a quand même une utilisation assez intense là, pendant les périodes de recharge qui ne durent pas très longtemps, mais qui consomment quand même beaucoup d'énergie. Ben, il y a des plans mieux adaptés, en tout cas qui sont mieux adaptés que d'autres, et Étienne va nous en parler. Vous pourriez peut-être sauver quand même plusieurs centaines de dollars en suivant les recommandations de notre ami Étienne. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite à l'actualité dans le monde de l'électromobilité. Chez Bourgeois Chevrolet, l'électrique, ce n'est pas l'avenir, c'est maintenant. Ici, pas de pression, pas de vente forcée. Juste une équipe qui vous écoute vraiment et qui vous accompagne selon vos besoins. Parce qu'acheter un véhicule électrique, ce doit être simple, clair et agréable.
Bourgeois Chevrolet, c'est le spécialiste en véhicules électriques au Québec, autant pour la vente que pour la mécanique. Des conseillers passionnés, des techniciens certifiés, bref, des pros qui savent de quoi ils parlent. Et quand on parle de service, on parle de vrais services. Une flotte complète de véhicules de courtoisie 100% électriques parce qu'on veut que vous restiez en électrique du début jusqu'à la fin. Mieux encore, profitez de notre service gratuit de voiturier. On va chercher votre véhicule directement chez vous et on vous le ramène une fois l'entretien terminé. Zéro déplacement, zéro stress. Le jour de la livraison, on prend le temps. On vous fait une explication détaillée de votre véhicule électrique. Recharge, application, conduite, fonctionnalité. Vous repartirez maître de votre VE. Et ce n'est pas tout. Bourgeois Chevrolet est le premier récipiendaire au Canada du prestigieux EV Award Hall of Fame de Plug and Drive. Une distinction qui confirme ce que nos clients savent déjà. Ici, l'électrique, c'est notre marque de commerce. Bourgeois Chevrolet 450-834-2585 ou au www.bourgeoischevrolet.com. Les actualités sont une présentation de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un incontournable pour être bien informé et accompagné avec votre voiture électrique. Devenez membre en visitant le www.aveq.ca. BRP renforce encore sa réputation internationale en design industriel en 2025 en remportant 20 prix de design à l'échelle mondiale, toutes catégories confondues. L'entreprise devient également la première société canadienne à recevoir le prestigieux titre de Red Dot Design Team of the Year, l'une des plus hautes distinctions de l'industrie. Cette récompense couvre l'ensemble du portefeuille de BRP, véhicules routiers et hors-route, motoneige, motocyclettes électriques et plateformes à 3 roues. Elles mettent en lumière l'approche design d'abord de l'entreprise qui conjugue performance, ergonomie, durabilité et charge émotionnelle. Fait marquant, 12 des 20 prix ont été attribués pour des produits électriques, illustrant clairement l'accélération de BRP vers l'électrification. Selon un nouveau sondage de Léger, une majorité de Canadiens appuient l'augmentation des ventes de véhicules électriques fabriqués en Chine sur le marché canadien. Cette ouverture survient dans la foulée d'un accord commercial récent entre Ottawa et Pékin par lequel le Canada s'est engagé à réduire progressivement les droits de douane sur les véhicules électriques chinois, les faisant passer de 100% à 6,1% avec un plafond annuel fixé à 49 000 véhicules importés. En contrepartie, la Chine devrait diminuer les droits de douane en rétorsion sur certains produits agricoles canadiens. Le sondage révèle que 61% des répondants se disent favorables à l'entrée d'un plus grand nombre de véhicules chinois au Canada. Parmi eux, 24% appuient fortement cette décision, tandis que 38% y sont plutôt favorables. Le gouvernement Carney a dévoilé la semaine dernière sa nouvelle stratégie automobile pour le Canada afin de protéger les emplois et positionner le pays comme chef de file mondial de la fabrication de véhicules de prochaine génération. Effectivement, l'Association des véhicules électriques du Québec s'est réjouie que le gouvernement fédéral reconnaisse l'avenir de l'industrie automobile électrifiée et connectée. L'association, toujours, est très fière de saluer les incitatifs fiscaux annoncés dans la chaîne d'approvisionnement canadienne. Ils sont particulièrement réjouis de la subvention à l'achat malgré un déclin rapide des incitatifs annoncés qui passeront de 5 000 à 2 000 entre 2026 et 2030 pour les véhicules électriques à batterie et à pile à combustible. La valeur finale de transaction ne devrait cependant pas dépasser 50 000 $ pour les véhicules, ce qui rend environ une vingtaine de véhicules électriques pour le moment éligibles à la subvention. Une seule exception, par contre, les véhicules électriques fabriqués au Canada, il n'y en a que 2 pour le moment, sont exemptés de ce plafond de 50 000 $. L'AVEQ déplore cependant l'abandon par Ottawa des quotas de vente de véhicules électriques neufs qui prévoyaient que 20% de tous les véhicules neufs vendus allaient devoir être électriques à partir de cette année et plus de 60% en 2030 puis 100% en 2035, alors que l'obligation de 20% avait été suspendue en septembre dernier par le gouvernement fédéral. Le groupe de véhicules électriques de l'ensemble du Canada avait plutôt recommandé à Ottawa de simplement assouplir ses exigences pour réduire légèrement l'objectif de 100% en 2035.
Les grands constructeurs automobiles des États-Unis, en particulier Ford et GM, se trouvent dans un tournant stratégique majeur alors que l'industrie mondiale de l'automobile se transforme rapidement sous l'effet de l'électrification et de la concurrence internationale, notamment la Chine. En effet, la Chine est aujourd'hui le premier marché mondial de véhicules électriques et électrifiés, représentant une part significative des ventes automobiles locales et un centre de croissance industrielle très actif dans les nouvelles technologies de véhicules électriques. Des constructeurs chinois comme BYD, Geely, Xpeng ont profité d'une forte demande intérieure pour développer rapidement des véhicules compétitifs, autant sur le plan technique que sur le plan des prix, avec des exportations en hausse vers l'Europe et d'autres régions du monde, dont notamment bientôt le Canada. Cette montée des marques chinoises entraîne une pression sur les constructeurs occidentaux qui voient leur part de marché dans des segments bien précis diminuer et selon plusieurs analystes industriels, certaines marques américaines ne réussissent pas à suivre le rythme d'innovation et de réduction de coûts, ce qui fragilise leur position de concurrence globale. Les principaux décideurs politiques, économiques, industriels engagés dans la transition énergétique se réuniront le 16 février prochain à l'occasion de l'événement VECTA 2026. Cet événement est organisé sous l'égide de Propulsion Québec et cette rencontre de haut niveau vise à éclairer les décisions d'affaires et stimuler l'innovation et accélérer le passage vers les transports zéro émission au Québec et au Canada. Durant cette journée stratégique, les participants auront accès à un portrait complet de l'état actuel du secteur, des avancées récentes et des perspectives d'avenir en matière de mobilité durable. Les thèmes structurants pour l'avenir du transport décarboné permettront de présenter plusieurs enjeux clés au cœur de la transition énergétique. Le Canada a annoncé une nouvelle stratégie automobile, un bouquet de mesures destinées à protéger et à consolider l'industrie. Dans cette stratégie, le gouvernement du Canada rend l'électromobilité plus attrayante, entre autres avec un programme qui vise à améliorer les infrastructures de recharge par des investissements qui vont totaliser 1,5 milliard de dollars de l'initiative d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène de la Banque d'infrastructures du Canada, ce qui va faciliter l'achat et la conduite de véhicules électriques. Le Canada a déjà atteint un jalon important, l'installation de plus de 30 000 bornes de recharge à travers le pays grâce au programme d'infrastructure pour les véhicules à émissions zéro, le PIVEZ, de Ressources naturelles Canada. La stratégie automobile s'appuie donc sur le progrès réalisé jusqu'à maintenant en annonçant l'élaboration d'une stratégie nationale pour les infrastructures de recharge afin de promouvoir l'adoption du véhicule électrique tout en attirant les investisseurs du secteur privé en créant de nouveaux emplois bien rémunérés dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques et des infrastructures de recharge. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on Roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique Supercharge est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre véhicule électrique à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Pour tout connaître de la recherche et développement et des nouvelles technologies qui entourent les véhicules électriques, voici la chronique Supercharge avec Laurent Gigon. Laurent Gigon, bonjour. Salut Martin. Es-tu tanné de l'hiver un peu comme moi? Oui, je dis ça parce qu'on en parlait hors micro. C'est un sujet qui fâche. Mais comme je te disais, ça fait 31 ans que je suis au Québec. J'ai adoré l'hiver au Québec, mais je pense que j'arrive à un âge où je commence à en avoir mon voyage. Oui, même en étant né ici, je dois t'avouer que parfois, on se lève le matin, on voit ce qui a tombé pendant la nuit, puis il nous vient des envies de voyager. Exactement, mais je dois te dire que pour avoir voyagé, pour avoir vécu en France et dans certaines parties de l'Europe que j'ai visitées, l'hiver n'est pas toujours super agréable non plus.
À savoir qu'à Montréal, on a quand même la chance d'avoir un ciel bleu souvent, avec beaucoup de lumière. Et puis les paysages sont quand même magnifiques, alors que dans beaucoup de coins d'Europe, l'hiver, c'est synonyme quand même de grisaille, un petit peu de pluie, et puis d'humidité, puis des fois des températures qui sont quand même assez basses. D'ailleurs, cette année, ils y goûtent pas mal en Europe avec la température, parce qu'ils ont quand même des températures qui sont proches du point de congélation, des fois même en dessous. Donc voilà. Ouais. Ben, écoute, quand même, notre introduction n'est pas totalement déconnectée de notre sujet. Parce qu'aujourd'hui, tu voulais me parler des batteries au sodium. On sait que CATL a fait des annonces, on sait que ça s'en vient. Et l'une des caractéristiques de ces batteries-là, c'est sa capacité à assez bien se comporter par temps plus froid. Oui, donc, parce que les batteries comme nous ont de la difficulté en hiver. Exact. Et donc, leur résistance interne augmente, ce qui fait que leur capacité à restituer l'énergie diminue. Donc, vous l'avez remarqué si vous roulez en électrique, ben oui, l'hiver, avec des températures quand même extrêmes, parce que les nouvelles chimies de lithium-ion sont quand même assez performantes. Mais disons que quand on est en dessous de moins 15, moins 20, on commence à voir vraiment une réduction de la capacité de la batterie. Alors, c'est pas juste la batterie le problème. Hein. Vous savez, c'est aussi la résistance de l'air. Il y a aussi les pneus. Enfin, il y a un paquet de phénomènes. Le fait que la voiture soit pas aussi aérodynamique parce qu'on la déneige pas complètement. Bref. Mais effectivement, le 22 janvier, eh bien, le directeur technique de CATL, qui est une entreprise qui fabrique des batteries, une entreprise chinoise qui fabrique très connue, d'ailleurs. C'est très grosse compagnie. Qui fournit des batteries pour la plupart des constructeurs automobiles. Je pense que Tesla a des batteries CATL, entre autres. Alors, eux, ils ont annoncé qu'ils étaient prêts à entrer en production au cours des 3 prochaines années avec des batteries au sodium, donc qui seraient différentes des batteries au lithium et qui se rapprocheraient en fait en termes de performance des batteries LFP, donc des batteries lithium fer phosphate. Alors, on en a souvent parlé de la différence entre les batteries standards et les batteries lithium, enfin standards, les NMC et les batteries LFP. Ceux qui ont un véhicule électrique le savent, les batteries LFP, vous pouvez les recharger à 100% de la capacité. Elles ne se dégradent pas particulièrement parce que vous êtes à 100%. Elles ont par contre une densité énergétique qui est moins élevée que les batteries standards lithium, c'est-à-dire qu'elles vont être plus lourdes pour la même quantité d'énergie. Eh bien, pour les batteries au sodium, c'est un petit peu ça, mais un niveau supérieur, c'est-à-dire qu'elles sont encore moins performantes au niveau de la densité d'énergie que les batteries LFP. Ah ben là, écoute, je t'arrête, ça m'amène la question, mais alors, pourquoi aller vers les batteries au sodium? Pourquoi remplacer le lithium par le sodium si la batterie va avoir beaucoup moins d'énergie par unité de masse? Là. Donc, c'est le nombre de wattheures par kilogramme qui est moins intéressant. Exactement. Pourquoi on ferait ça? Ben, pour la même raison qu'on va vers les LFP, finalement. C'est des batteries, premièrement, qui n'utilisent pas de lithium. Et donc, le lithium est... Le prix du lithium varie. Il est volatile en fait. Hein, donc, alors que le sodium est évidemment beaucoup plus présent sur la planète que le lithium. Donc, ça engendrerait, je dis pas toujours au conditionnel, ça engendrerait donc des coûts qui seraient moins élevés que pour fabriquer des batteries au lithium. Il y a des enjeux à l'heure actuelle de production parce que d'après toutes les sources que j'ai consultées, c'est un petit peu contradictoire. CATL disent que d'ici 2 à 3 ans, ils vont être capables de produire en gros volume des batteries au sodium. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Donc, il y a quand même du conditionnel là-dedans. Pour l'instant, les voitures qui sont équipées de ces batteries-là sont essentiellement des petites voitures citadines qu'on ne trouve pas en Amérique du Nord, qui sont des petites voitures souvent sans permis, qui permettent de faire des petits parcours citadins. Donc, on ne parle pas de 400 km d'autonomie. À l'heure actuelle, si on voulait faire 400 km d'autonomie avec une batterie au sodium, encore faut-il qu'on soit capable de la produire en volume, mais admettons qu'on un prototype comme le font CATL, eh bien la batterie serait tellement lourde que le véhicule serait peu performant, puisqu'on ne peut pas se permettre à l'heure actuelle de rajouter encore quelques centaines de kilos sur le poids d'une voiture. Donc c'est un petit peu ça à l'heure actuelle où on en est. Okay. Par contre, on l'a dit d'entrée de jeu, elle a un très grand avantage sur les batteries
qu'on connaît actuellement, c'est la performance au froid. On dit que même à moins 40, elles ont des performances qui sont quand même impressionnantes. C'est-à-dire que les performances en basse température, à moins 20 degrés, les cellules de batterie au sodium conservent plus de 92% de leur capacité, alors contre environ 80% seulement de rétention de capacité de puissance d'énergie pour les batteries au lithium. Donc on est à 92% de rétention contre 80% à moins 20 degrés, ce qui est quand même très encourageant pour des régions froides comme le Québec. Ce que j'ai lu aussi, c'est que le système de gestion thermique devra être aussi plus dimensionné que les batteries de lithium standard, ce qui, en fait, ça retirait un petit peu d'avantage aux batteries sodium dans l'état actuel des choses. On a aussi une très bonne capacité de décharge à haut régime. On parle d'une charge à 5C, donc 5 fois la capacité des batteries au sodium. Elles enregistrent une faible élévation en température, donc inférieure à 5 degrés sur du 5C de charge. Donc, c'est quand même... ça va dans le même sens que les batteries LFP, c'est qu'elles sont plus stables également en température, donc moins d'emballement thermique. Oui, c'est une de ces forces, je pense, à sécurité, donc moins sujette à l'emballement thermique que les batteries lithium-ion et généralement pas, ou en tout cas peu ou pas inflammables, puis résistent mieux aussi aux surcharges là, que les voitures... les batteries qu'on est habitué de voir NMC, par exemple. Donc, c'est un point quand même positif, même si, on va se le dire, les feux de batterie, c'est quand même quelque chose qui arrive pas très souvent. C'est extrêmement rare. Il y a encore moins de chances que ça arrive avec ces batteries. Il y a moins de chances qu'arrive. Les feux de batterie, pour juste ouvrir une petite parenthèse, c'est que c'est souvent impressionnant parce que un feu de batterie s'éteint moins facilement ou de façon différente au niveau du protocole qu'un feu d'un combustible standard. Donc, c'est juste les procédures qui ne sont pas les mêmes. Alors, après ça, on se pose la question, est-ce que le fait que le sodium soit moins cher fera que la batterie sera moins chère ? Alors, il y a des pour et des contre. Les matériaux, effectivement, sont à 30 à 40% moins chers pour les batteries sodium. En revanche, la batterie devra être plus grosse, donc quand même plus de structure pour la batterie, c'est plus lourd, plus de refroidissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc structurellement plus renforcé. Donc, c'est un petit peu trop tôt pour savoir si ça va vraiment être révolutionnaire. Ça va vraiment dépendre en fait des procédures en fait de fabrication, de production en masse, si on est capable de compenser ces choses-là, comme ça a déjà été fait pour le LFP, parce que je rappelle que le LFP était au départ mal parti. Tout le monde pensait que ça allait vraiment altérer la performance du véhicule, et en fait, on se rend compte que Tesla installe des LFP sur la plupart de ses modèles de base. Et on n'entend pas grand monde se plaindre en fait du fait qu'elles soient moins performantes sur plusieurs aspects par rapport aux batteries lithium standard. Donc je pense que j'ai l'impression que dans le futur, ça va venir compenser certains types d'applications. Ça va venir un petit peu se substituer à certains types d'applications. Donc peut-être plus de véhicules lourds, des véhicules de livraison et peut-être des petites voitures à courte autonomie. On ne le sait pas encore, ça va vraiment dépendre des caractéristiques. Les motos, peut-être des trucs plus petits. Pourquoi pas? Ouais, effectivement. Mais de penser, par exemple, que votre prochaine voiture électrique que vous allez acheter dans la prochaine année ou dans les 2 ou 3 prochaines années vont vous être livrées avec 400 km d'autonomie puis une batterie au sodium, c'est très, très, très peu probable. Absolument, parce qu'à l'heure actuelle, en Chine, il y a juste un modèle qui existe qui roule avec une batterie de 25 kWh, donc c'est quand même une petite batterie. Oui, les livres de première génération avaient 24 kWh, juste pour vous donner une idée. Là. Alors, ça donne à peu près 250 km d'autonomie, mais ça, c'est vraiment avec le vent dans le dos en descente, on s'entend. Oui. Donc, 25 kWh sur une voiture même légère, à mon avis, on peut guère dépasser 200 km, là, ça me paraît difficile. Et puis donc CATL toujours prévoit des modèles grand public à partir de 2026, mais ça va être surtout pour des véhicules urbains. Donc encore une fois, c'est plus un marché chinois, peut-être européen, mais asiatique un marché européen, qu'on voit moins ici. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur les batteries. C'est quand même très gentil, mon cher Laurent. Il y a les gens nous posent des questions sur ces genres de trucs-là, puis ça intéresse beaucoup là, de suivre un peu la technologie puis où ça en est. Donc, c'est au début. Il y a des cas concrets d'application qui s'en viennent, mais peut-être pas dans les voitures. Moi, ce que je dirais pour conclure, c'est n'attendez pas que les batteries au sodium soient présentes pour faire le saut vers l'électrique. Parce que souvent, les gens se posent la question, je vais attendre la prochaine génération révolutionnaire, comme ça, je ne serai pas pris avec un modèle qui sera désuet. Non, c'est une évolution constante, les batteries et les véhicules électriques, on le voit. Il n'y a pas eu vraiment de point de rupture où d'un seul coup, on est passé de quelque chose d'extraordinaire. Alors, ça fait partie de l'évolution des choses et on va le voir tranquillement s'installer dans certains types d'applications.
Laurent Gigon, merci beaucoup. Merci, Martin. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Vous l'aurez sans doute remarqué à Silence on roule depuis quoi? 1 an et demi à peu près, on a de façon récurrente des sujets qui sont en périphérie, je devrais dire, des voitures électriques. On parle beaucoup d'énergie, de gestion de puissance. On a eu plein de sujets autour de tout ça. Et on avait traité d'un sujet avec mon invité d'aujourd'hui il y a un peu plus d'1 an. On avait parlé de la capacité du réseau hydroélectrique d'Hydro-Québec de faire face à l'arrivée massive des véhicules électriques. On avait été grandement rassurés par les propos. Et aujourd'hui, on l'a réinvité une autre fois. Donc, mon cher ami Étienne Saint-Cyr, bonjour. Bonjour, Martin. Écoute, aujourd'hui, je t'invite pour reparler encore une fois de puissance, d'énergie, mais particulièrement de puissance aujourd'hui, parce qu'on va parler de recharge de véhicules électriques dans un contexte où on a maintenant sur le marché une offre de tarifs qu'on n'avait pas il y a quelques années, où on a le choix en tant que consommateur de rester sur le tarif qu'on a depuis de nombreuses années, le tarif de base là, d'Hydro-Québec pour le résidentiel qu'on appelle le tarif D. Mais il y a des nouvelles offres qui sont là, qui sont disponibles, qui peuvent nous faire, on pense peut-être épargner un peu de sous ou en tout cas mieux gérer notre énergie, notre puissance. Mais c'est parfois un peu difficile de s'y retrouver et de faire le bon choix de tarif pour assurer qu'avec notre véhicule électrique, 1, on fasse la bonne chose collectivement et 2, pour nous, pour notre portefeuille, que ce qu'on va choisir comme tarif, bien, ça soit avantageux pour nous. Donc, peux-tu nous parler de ces différents tarifs-là? Bien sûr, Martin, je vais commencer avec le tarif D, tu l'as mentionné. Puis d'ailleurs, avant de poursuivre, je tiens à te remercier pour avoir la chance de revenir te parler d'énergie et de tarifs parce que j'avais bien apprécié ma dernière rencontre sur nos plans d'approvisionnement. Donc, oui, puis t'avais même gagné un prix, le prix du public pour l'entrevue qui avait été la plus appréciée par les auditeurs en 2024, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'était l'épisode le plus populaire de 2024. Donc, on te souhaite le meilleur épisode pour 2026. Donc, j'ai affûté mes couteaux et je suis prêt. Alors, on commence avec le tarif D. Donc, pour ceux qui l'ignorent, on a environ 4 millions grosso modo, de compteurs qui sont dédiés à alimenter des résidences au Québec. Okay? Donc, ça peut être n'importe quel type de résidence. Donc, ça vous donne une idée du nombre de clients qu'on a dans la catégorie clientèle résidentielle. Okay? Donc, et la vaste majorité quand même de ces clients-là sont donc abonnés au tarif D. Alors, j'invite peut-être les auditeurs à ressortir leur version PDF de leur facture peut-être et par pause tranquillement pour aller chercher ça parce qu'on va un peu retrouver les morceaux qui font que votre tarif est, comment il est mesuré et comment il est facturé. Donc, on commence avec les affaires un peu faciles. Premièrement, pour être branché chez Hydro-Québec, vous avez un frais de réseau. Okay? Donc, c'est un frais fixe qui est relativement peu cher, donc c'est environ une quarantaine de sous par jour, donc 45 maintenant, je crois, très exactement. Et donc, ça vous paye le prix pour être branché au réseau d'Hydro-Québec. Ça, c'est qu'on consomme ou qu'on consomme pas, là. Donc, c'est le 45 sous, c'est de base en fonction du nombre de jours qu'il y a dans le mois. C'est ça. OK.
Donc, ça n'a aucune influence sur votre consommation. Vous avez à le payer d'une façon ou d'une autre. Et ça représente en général très peu. Donc, en général, évidemment, l'été, quand on consomme très peu, ça peut représenter une portion un peu plus grande. Mais en général, ça représente environ 5 de votre facture. Okay? Donc, très peu dans un contexte global. Donc, on n'a donc pas de contrôle sur celle-là. On ne pourra rien faire. On n'a aucun contrôle sur celle-là. Vous devez le payer. C'est le frais pour avoir un compteur et être branché. Donc, on met ça de côté, on n'en parlera plus parce que ce frais-là est le même pour n'importe quel tarif résidentiel. Okay? Donc, peu importe les choix qu'on fait, ce frais-là est fixe et le même, peu importe le choix tarifaire qu'on choisit. Okay? Donc, on n'a aucune influence, on oublie ça, on passe au suivant. Maintenant, là, c'est là que ça commence à être un peu plus intéressant. On a ce qu'on appelle 2 tranches tarifaires. Bon, okay. On va y aller une étape à la fois. Il y a une première tranche puis une deuxième tranche. On est toujours au tarif D standard. Là, on ne parle pas encore des options tarifaires. On est vraiment dans le standard où il y a environ presque 4 millions de personnes d'abonnés. Toute l'année, chaque mois ou à chaque 2 mois, à chaque fois que vous êtes facturé, vous avez une première tranche et une deuxième tranche. Je le répète, la première tranche représente 40 kWh par jour. OK? Mais elle n'est pas facturée par jour. C'est un crédit qui est additionné à tous les jours de votre facturation et qui se totalise sur une facture en général de 2 mois. Donc, quand vous avez, par exemple, une facture de 2 mois d'exactement 60 jours, bien, vous avez un bloc de 1200 kWh qui est facturé à une première tranche. Okay? Donc, ça, c'est important, là. Même si on dit 40 kWh par jour, ce n'est pas vraiment 40 kWh par jour, c'est 40 kWh sur un total de 60 jours qui donne donc, dans ce cas-ci, 1200 par mois ou 2400 par période de facturation. D'accord. Okay? Est-ce que c'est assez clair? Oui. Autrement dit, moi, ce que je comprends, c'est que cette première partie-là de consommation journalière n'est pas au même tarif que la deuxième tranche. Que l'excédent, exactement. Ouais. Donc, et ça se reproduit à chaque période de facturation. Donc, l'hiver, par exemple, un client va être facturé entre le 1er novembre et le 31 décembre, donc ça fait 2 mois, et il va obtenir une facturation et ça va être écrit sur votre facture. Donc, frais de réseau qu'on vient de parler. La deuxième ligne, ça va être votre première tranche. Et si vous avez dépassé 2400 kWh dans le mois, vous allez avoir la première ligne de 2400 facturée à une valeur et l'excédent qui dépasse 2400 kWh dans votre 2 mois va être facturé cette fois-ci à la deuxième tranche. Qui va être plus cher que la première. Oui. Donc, pour les chiffres très exacts, la première tranche aujourd'hui, au début 2026, est facturée à 6,9 sous. Okay? Et la deuxième tranche à 10,7 sous. Donc, j'ai abandonné les autres points derrière la virgule, mais essentiellement, on parle de 6 ou 7 sous et environ 10,5 sous pour la deuxième tranche. Peux-tu nous expliquer la logique derrière ces 2 tranches-là? Donc, pourquoi 2 tranches? C'est une excellente question parce que essentiellement, c'est pour prémunir un peu. La première tranche représente pour l'ensemble de la clientèle ce qu'on considère comme étant les besoins de base. Donc, alimenter votre eau chaude, alimenter vos frigos ou votre frigo, alimenter votre éclairage et tout ce qui tourne autour de vos électroménagers. Donc, on considère que la moyenne des besoins à bas tarif représente les besoins de base dans à peu près tous les ménages. Et la deuxième, elle, est pour les besoins supplémentaires, incluant le chauffage. Donc, c'est pas, même si on pourrait dire que le chauffage est un besoin de base, mais ça reste un besoin différent des besoins de base vraiment qui sont là toute l'année. Et les besoins de chauffage ou les besoins de climatisation ou ceux qui seraient liés, par exemple, à un véhicule électrique, justement, ou à une piscine, bien, sont, dans la plupart des cas, tarifés à la deuxième tranche, ce qui fait qu'on a cette groupe de charges-là alimentée sur la deuxième tranche, dans la vaste majorité des cas. Mais évidemment, si on vit dans un très petit logement,
notre première tranche va prendre beaucoup plus de place. Et si on vit dans une grande maison avec un grand ménage, mais ça se peut que notre première tranche soit un petit peu serrée avec 8 ados et 3 véhicules électriques. On se comprend? Donc, Ouais. ça va aller et ça va varier l'utilisation des deux tranches en fonction des ménages. Est-ce que je me trompe si je dis que pour la moyenne des gens, on peut considérer que l'utilisation de leur voiture électrique, en tout cas nos auditeurs, va vraisemblablement pas mal toujours tomber dans la deuxième tranche. Donc, quand vient le temps d'évaluer ce que coûte l'énergie qu'on met dans notre véhicule au tarif D dont tu nous parles, ben, de calculer le nombre de kilowattheures qu'on a mis dans notre batterie dans le mois ou dans le 2 mois, multiplié par le coût de la deuxième tranche, risque de nous donner pas mal le vrai chiffre parce que notre consommation de base dans la maison, nos électroménagers, la télé, etc., va avoir consommé la première tranche. Donc, notre auto va presque de facto, même si ce n'est pas une science exacte, là, presque de facto tomber dans la deuxième tranche. Tout à fait. Évidemment, plus le ménage est grand, effectivement, comme on l'a dit. Mais par exemple, si on est en vacances pendant 2 mois au moment de l'été, ben à notre retour, on aura fait moins d'utilisation de notre véhicule électrique, moins d'utilisation de la maison elle-même. Donc, théoriquement, on va avoir un petit crédit. On va pouvoir se féliciter de consommer une partie de notre consommation de véhicules électriques sur la première tranche, mais je pense que c'est pas une exagération en disant que si on a besoin de faire une estimation ou un budget par rapport à la consommation de véhicules électriques, je suggère aux auditeurs vraiment de se baser sur la deuxième tranche, surtout si vous avez votre propre garage et votre propre installation, ce qui, en général, est lié à avoir une maison unifamiliale qui va justement avoir des charges qui vont justement aller rapidement vers la deuxième tranche. Donc, je te simplifie ça, mon cher ami. Les gens qui sont au tarif D, donc qui ont une voiture électrique, on peut considérer qu'ils vont être au tarif de la deuxième tranche, soit une dizaine de sous le kilowattheure. Et c'est ce prix-là tout le temps qui recharge le jour, le soir, la nuit, quand Hydro-Québec a besoin de beaucoup d'électricité, quand les consommateurs en tirent beaucoup parce qu'il fait très froid, quand il fait très chaud. Peu importe la situation, quand tu es sur le tarif D, tu vas payer ce prix-là. Donc, il n'y a aucune variation de ton taux là, de la deuxième tranche. Puis, on a convenu que la recharge du véhicule est toujours dans la deuxième tranche ou à peu près. Donc, on va être à 10 sous le kilowattheure tout le temps. Donc, le calcul est simple. Là. Exact. Puis effectivement, c'est important. Là. Tous les messages qu'on envoie, c'est dédié à ceux qui ont choisi une option et le tarif D, le tarif par défaut appliqué à n'importe qui demande un branchement ou qui s'installe dans un nouveau logement. Donc, à défaut de faire une demande d'un tarif différencié qu'on va parler dans quelques instants, le tarif D s'applique. Il y a toujours 3 lignes dans votre facture. Votre frais fixe, installation de vos frais standards, votre première tranche et votre deuxième tranche, plus malheureusement les taxes qui s'ajoutent à tout ça. Excellent, c'est très clair. Maintenant, je suis un électromobiliste avisé. Je sais qu'il y a des tarifs disponibles. Peux-tu nous parler de la première option tarifaire qui s'offre à nous? Bon, la première option, on va parler du tarif FlexD. Et en passant, pour ceux qui ont un espace client, je souhaite à tous les auditeurs d'aller s'inscrire si ce n'est pas déjà fait, ben c'est facile de faire le transfert et d'évaluer les tarifs qu'on va parler aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une opportunité de magasiner son tarif dans l'espace client. Aller jeter un coup d'œil de ce côté-là, c'est très intéressant. Maintenant, qu'est-ce que le tarif des Flex? Alors, le Flex, c'est qu'on va différencier maintenant et ajouter non pas une troisième tranche, mais une tranche spéciale qui va s'appliquer seulement pendant les périodes de forte pointe. Donc là, c'est là qu'on vient de commencer à dire quand. Là, c'est ce qu'on vient de dire pour le tarif D, c'est n'importe quand, mais ici, c'est pas n'importe quand. Donc, première chose la plus facile, pendant l'été, du 1er avril jusqu'au 30 novembre, c'est une copie conforme du tarif D. Il n'y a aucune différence. C'est la même chose. Donc, 8 mois sur 12, 8 mois sur 12, le 2/3 du temps, c'est l'équivalent d'être au tarif D. Oui. Donc, il n'y aura pas d'appel ou d'avis ou quoi que ce soit qui va arriver pendant l'été. Le tarif FlexD, de la façon qu'il est conçu, n'est que conçu pour donner des appels pendant l'hiver. Donc, s'attaquer aux charges importantes qui font un impact important sur le réseau, mais en hiver. Donc, comment ça marche? Essentiellement, on offre pour la première tranche toujours 40 kWh, mais on réduit son coût de 31 %. Ça peut sembler une excellente affaire, mais j'y reviens. Donc, on passe de
6,9 sous, puis on descend à 4,7 sous pour la première tranche. Première affaire. Deuxième tranche, elle baisse de 18 %. Donc, on passe de 10,6 sous à 8,7 sous. Donc, on a déjà un crédit. Puis quand on fait la moyenne des deux crédits ensemble, grosso modo, pour une consommation d'environ 80 kWh par jour, OK, qui représente une consommation annuelle d'environ 20 000 kWh, bien, on se retrouve avec à peu près 25 % d'économie en dollars sur cette conso-là à l'extérieur des heures de pointe. Oui, mais attention, je t'arrête. Les périodes de pointe, c'est très peu par rapport aux périodes pas de pointe. Ce que tu veux. Donc, ton 20 25 là, je ne me rappelle plus le chiffre que tu as dit. 25 au total des deux moyennes. C'est à peu près, quoi, 95 % du temps que tu n'es pas en pointe, là, ou à peu près? Oui. Ça veut dire que 95 % du temps, systématiquement, tu as 25 % d'économie sur ton électricité pendant les 4 mois d'hiver, là, du 1er décembre au 31 mars. Wow, OK. Exact. OK, donc, ça, c'est réel. Maintenant, la twist, c'est que pendant les périodes de pointe où on avise les clients par l'application mobile, par un courriel, par plein de moyens de communication, il y a des périodes des blocs de 4 heures à la fois. Il peut y en avoir 2 le même jour. En général, je vous rappelle, plusieurs le savent déjà, mais on va rappeler les heures, c'est de 6 heures le matin à 10 heures le matin et de 16 heures le soir jusqu'à 20 heures le soir. Et ça peut arriver 7 jours sur 7. Le tarif devient 45 sous du kilowattheure. Oh, donc, on est 4,5 fois plus cher qu'à la normale avec le tarif D. Exact. 4 fois plus cher, 4 fois et demi plus cher que le tarif D et même 5 fois plus cher que la deuxième tranche du tarif flex juste à côté. Là. Okay? Mais c'est juste 5 % du temps maximum. Exact. OK. Parce qu'on a effectivement environ 2800 heures pendant l'hiver, puis on va vous demander de faire des efforts 120 heures au grand max pendant l'hiver. Puis j'ai fait l'exercice, peut-être ça va intéresser les auditeurs, sur un exemple de 120 kWh dans une journée, qui est quand même une consommation normale pour une maison unifamiliale moyenne là, qui consommerait environ 25 000 kWh dans une année. Donc, là, je ne veux pas mélanger tout le monde, mais je dis, si on mesure la conso de cette conso 120 kWh dans une journée, là, le tarif de la consommation va coûter environ 11,25 $. OK? Si on ne change rien à notre profil, puis on fait comme si le tarif flex n'existait pas, bien, le 45 sous, il va faire mal là, temporairement. Ça va nous coûter 19 $. OK? Donc, on passe de 11 $ à 19 $ pour cette journée-là et cette journée-là seulement. Ouais. Et si on fait des efforts et on s'efface pendant la période de pointe de 5 kW sur 7, donc environ 65 % ou un peu plus d'effacement ou d'effort de réduire notre consommation, bien, on peut y arriver à revenir au même montant pour la journée en question. Okay. Donc, on concrétise nos crédits pendant cette journée-là qu'on a déjà fait par rapport au tarif D. Donc, si je comprends bien, on économise beaucoup pendant 95 % du temps. Là. Ben, beaucoup, 25 % c'est quand même beaucoup. Mais le 5 % où il y a des périodes de pointe, le tarif est tellement plus cher qu'on a comme, entre guillemets, une obligation de faire attention là. C'est pas un programme qui serait à conseiller pour quelqu'un qui n'a pas l'intention de faire des efforts pendant la pointe parce qu'il y a vraiment une pénalité. Le tarif qui tombe à x5, on voit ça comme une pénalité. Si tu ne veux pas perdre avec cette pénalité-là tous les gains que tu as faits à ton 25 % moins cher le reste du temps, il faut que tu fasses un petit effort. Donc, si tu n'as pas l'intention d'être assidu, puis de suivre ça, puis de bien faire tes efforts, c'est peut-être pas un tarif qui est pour toi, mais si tu penses que tu es capable de réduire ta consommation systématiquement dans les périodes prescrites qui sont seulement 5 % du temps, c'est un tarif qui peut être très avantageux. Et particulièrement avantageux avec des charges faciles à éviter. Hein? Donc là, j'ai fait une moyenne où le client ne changeait rien à ses habitudes, partait le lave-vaisselle, chauffait son salon, faisait la grosse cuisine, donnait le bain aux enfants pendant les périodes de pointe. C'est une estimation, c'est juste une simulation. Mais on parle aujourd'hui à des électromobilistes, c'est la charge avec un grand C, la plus facile à déplacer. Je pense que vous êtes tous conscients que c'est facile de débrancher son véhicule pendant une période de pointe, soit par les méthodes électroniques qu'on a, comme programmer sa voiture, programmer sa borne, même physiquement,
attendre parce qu'on a reçu les notifications, fait qu'on peut attendre 8 heures, on lasse pas nos bottes, on met son chandail à moitié, puis on va brancher notre véhicule rapidement à 20 heures quand la période de pointe est terminée, de façon à limiter l'impact pendant ces événements-là et faire des crédits quasi trop faciles parce qu'on a déplacé cette charge-là et on a évité qu'elle soit présente pendant les périodes de pointe. Je pense que de ne pas charger son auto pendant le déjeuner ou de ne pas charger son auto pendant le souper est une action relativement facile à réaliser. La plupart des gens rechargent leur voiture la nuit. Tu programmes ta minuterie dans ta voiture pour dire ne commence jamais à charger avant 9 h le soir, puis ton problème il est réglé à vie. Là. Je veux dire, c'est super réglé pour tout l'hiver, en tout cas. Ouais. Exactement. Écoute, donc, le temps file. J'aimerais ça qu'on puisse maintenant enchaîner sur je pense qu'on a bien compris donc le tarif Flex Day. Donc là, on a vraiment 2 tarifs d'électricité. Pendant 8 mois de l'année, on est au même tarif que le tarif Day, donc il n'y a pas de changement. Mais pendant les 4 mois de la saison hivernale, on a à peu près 25 d'économie 95 du temps. Par contre, le 5 où on a des pointes et qu'on nous demande de faire un effort, si on ne fait pas d'effort, on paye l'électricité 5 fois plus cher ou à peu près entre 4,5 5 fois plus cher. Exact. Donc, on a tout intérêt à faire attention à ces périodes-là, mais c'est un tarif qui pourrait être très avantageux si on a le moindrement un peu de discipline là-dedans. Il y a un autre tarif qui existe. Oui. Donc, c'est pas un tarif. C'est une option tarifaire qui se greffe au tarif D. On vient de parler au tout début. Okay? Donc, quelque chose, peut-être une dernière parenthèse sur le tarif flexé. Le tarif flexé, il n'y a pas de calcul. C'est vraiment d'un tarif mesuré. On regarde votre consommation entre telle heure et on la tarife à une valeur X, Y et Z. C'est tout. Ouais. On n'a pas de calcul, quoi que ce soit. Là, on va parler du crédit hivernal. Puis le crédit hivernal, c'est un petit peu plus complexe parce on essaie d'évaluer, on estime l'effacement. Donc, je vous parlais d'un effacement de quelques kilowatts quand on parlait de la période de pointe tout à l'heure où le client serait capable de déplacer de 7 vers 2 kilowatts, par exemple. Donc, il aurait consommé 7 kWh pendant 1 heure. Il réussit à faire des efforts pour réduire cette consommation-là à 2 kWh. Dans la première option, on va mesurer 2. On ne mesurera pas 7. Mais dans la deuxième option, donc dans le crédit hivernal, on va tenter d'évaluer le 7 en question qui ne s'est jamais mesuré. Là. Donc, vous allez estimer ce qu'il aurait consommé normalement. Exact. Donc, il y a un calcul qui se fait pour estimer la consommation qu'il y aurait eu si le client n'avait rien fait lors de les périodes de pointe. Avant d'aller plus loin, en passant, on parlait de 120 heures. Ici, il n'y a pas de limite d'événements par hiver, mais ça devrait tourner à peu près dans les mêmes eaux d'une centaine d'heures, mais théoriquement, il n'y a pas de limite. Et la participation aux événements devient optionnelle. Okay? Donc, on n'est pas obligé parce que dans le fond, on va estimer l'effacement, puis si l'effacement est négatif ou nul, on va tout simplement verser aucun crédit. Mais avant d'aller dans les crédits, comprenons un peu comment ça fonctionne. Pour estimer la conso, on regarde la consommation à la même heure dans des journées comparables qui précèdent la journée. Donc, mettons que l'événement a lieu un mardi, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé le lundi, qu'est-ce qui s'est passé le vendredi. On essaie de ne pas mélanger les week-ends avec les journées de semaine, donc on continue. Puis on regarde comme ça quelques jours qui précèdent. On établit que c'était 6 kW. 6 kWh par heure, donc 6 kW. Et là, on dit, mais il faisait plus froid mardi. Alors, avec d'autres évaluations de calcul, on essaie déjà d'ajuster pour la température avec les moyens de calcul qu'on a et on va établir que ces 7 kW sont sa référence. Donc, c'est ce 7 kW-là, calculé à partir des références. Je fais fi du détail du calcul qui est quand même assez complexe, mais qui est quand même détaillé dans le guide tarifaire pour ceux qui sont intéressés à le lire en détail. Et finalement, le 7 kW moins le 2 kW, donc en heure, donc 2 kWh, 5 kWh moins 2 kWh, ça donne, 7 moins 2, ça donne 5. Pour les 4 heures, on a 5, 5, 5, 5. Et donc, on a effacé 20 kWh pendant la période de pointe en assumant qu'on a eu la même référence pour chacune des heures. Et c'est comme ça
qu'on offre le crédit hivernal. OK, donc ce n'est pas la nuance avec tantôt, là, c'est pas un coût au kilowattheure qui change. Le coût au kilowattheure ne change pas, mais on donne un cadeau, on donne une ristourne en fonction du nombre de kilowattheures qui ont été économisés par rapport à ce qu'on aurait dû consommer en temps normal dans une période équivalente. Donc, vous faites cet estimé-là, tu estimes que tu as sauvé 20 kWh, donc tu vas donner un crédit, un certain nombre de sous le kilowattheure pour le nombre de kilowattheures qui ont été sauvés. Et ça ressemble à quoi, ce crédit-là? Et le crédit est d'environ 55 sous. Okay? Donc, il va varier à chaque année, mais le chiffre exact est de 56,8 sous aujourd'hui en 2026. Okay? Pour chaque kilowattheure, qui est, encore une fois, estimé et mesuré et calculé et non pas mesuré. C'est des outils de mesurage qui sont utilisés, mais la valeur en question est multipliée par 57 sous. Et puis, il y a une belle différence avec le tarif FlexD de tantôt où tu économises tout le temps, sauf pendant les pointes. Ici, tu n'économises jamais, sauf possiblement pendant les pointes si tu fais attention. Exact. Donc, le gain et là, quand on a il faut vraiment être en habitude à tous les moments. Donc, ça s'applique beaucoup à des charges qui sont régulières comme le chauffage et autres. Ça s'applique un peu moins facilement à des charges comme les véhicules électriques, mais ça n'empêche pas un client de faire l'un ou l'autre. Mais il peut y avoir des enjeux au niveau de la compréhension ou de l'effet, tandis que le FlexD, quand on a une charge prévisible et facile à déplacer, peut concrétiser les économies. Mais on peut tester l'un ou l'autre des options et ça peut donner des crédits, évidemment, dans l'autre des deux sens. Dans le crédit hivernal, donc, si on ne fait rien, on n'est pas pénalisé, on est en même chose que si on était au tarif D. Exact. Donc on ne peut pas c'est perdre. Sans risque. Donc, c'est sans risque. On ne peut pas perdre, on ne peut que gagner. Par contre, nos périodes dans lesquelles on peut aller faire des gains sont relativement petites en temps. Donc, si on n'a pas trop de charges qu'on peut déplacer ou si on n'a pas beaucoup on ne veut pas trop se casser la tête, c'est peut-être un tarif qui est une option qui est intéressante. Par contre, si on a des grosses charges comme une auto électrique, que c'est facile pour nous de la déplacer dans le temps, il m'apparaît évident qu'on peut aller chercher plus facilement des économies sur un modèle comme le FlexD où tu économises 95 % du temps. Dans la mesure où tu fais attention, si tu as des charges, que c'est facile de les déplacer puis de faire attention. Puis en tout cas, bref, moi, c'est mon conseil pour les électromobilistes, surtout ceux qui font un kilométrage important et qui se chargent de façon régulière à la maison. Le FlexD est tout indiqué, surtout si on est en mesure de programmer les outils de charge et se charger tout le temps à l'extérieur des périodes de pointe. Oui, je dirais, selon moi, c'est quand même assez difficile de se charger. En tout cas, il faut vraiment courir après, faire des efforts monumentaux, alors que dans le crédit hivernal, la période de référence peut difficilement tenir compte de la recharge du véhicule. Ça voudrait dire que quand on a pris la référence, mon auto est en train de se charger précisément à ce moment-là, ce qui statistiquement est à peu près impossible. Donc, vous pouvez difficilement tenir compte de la charge du véhicule électrique dans le calcul du crédit. Donc, on perd un peu comme cette belle charge-là déplaçable, je trouve, avec le crédit hivernal, contrairement au FlexD. Il y a une complexité du calcul qui va faire qu'on va perdre des opportunités avec le crédit qu'on va concrétiser avec le Flex, en effet. Écoute, en terminant, parce que le temps file vraiment très vite. Oui. Je veux que tu me parles de ILO, parce que là, les gens mélangent un peu tout. On a parlé de tarif D, tarif Flex D, l'option crédit hivernal, qui sont des options tarifaires qui nous permettent d'être facturés de façon différente. Mais ILO vient faire quoi là-dedans? C'est quoi ILO? C'est-tu la même chose? C'est-tu d'autres choses? Explique-nous ça. Donc, ILO, pour ceux qui étaient là avant, ILO a migré, a changé dans les dernières années. Donc, je veux juste résumer un peu, faire un petit historique. Excusez-moi. ILO avant avait vraiment des crédits qui étaient à même ILO et qui étaient séparés des tarifs d'Hydro-Québec. Depuis l'année dernière, ce fonctionnement-là a été suspendu et tout est ramené aux deux options tarifaires qu'on vient de dire. Donc, les anciens clients d'ILO ont été transférés automatiquement vers le crédit hivernal. Donc, ceux qui sont à l'écoute et qui sont à ILO et qui n'ont rien demandé ont tout simplement été migrés automatiquement vers le crédit hivernal. Et ça se fait sans aucune demande et ça a déjà été fait de toute façon et c'est en vigueur depuis le début de l'hiver. Okay? Donc, c'est la première étape. Maintenant, ce que c'est ILO, je vous rappelle que c'est essentiellement un service de pilotage. Hein? Tout ce qu'on offre avec ILO et avec toutes les offres
de thermostat ou de borne connectée, c'est de laisser la place et laisser la tâche de suspendre les charges selon vos préférences à îlot. Îlot, entre guillemets, s'occupe de tout. Pour pas reprendre Un slogan connu. une forme bien connue, oui. Alors, il va réduire votre température de consigne de vos thermostats, il va suspendre le chauffage de votre chauffe-eau, il va même, dans certains cas, si vous avez une borne compatible, être en mesure de suspendre aussi la borne. Fait que plutôt qu'utiliser, par exemple, la programmation automatique, on avait dit, on peut même dire, je veux me charger pendant n'importe quand, puis je laisse à Elo la tâche de suspendre ma borne quand c'est le temps. Ça peut Donc, être utile si on a d'autres gens que nous qui viennent à la maison. Moi, je peux avoir programmé ma voiture pour ne pas charger pendant les périodes de pointe, mais mon beau-frère vient à la maison, il se branche en arrivant parce qu'il a l'habitude de se brancher chez nous. Ben, si c'est Elo qui contrôle la borne, même si sa voiture ne bloque pas la recharge, la borne va le bloquer à ce moment-là. Donc, je vais respecter ma période de pointe, là. Puis même si les ados ont monté la température ou votre douce moitié en a fait autant, ben Elo va s'occuper de ramener ça à la baisse pendant les périodes de pointe pour vous assurer d'avoir les gains au crédit ou au flex. Parce que Elo va savoir à quelle option vous êtes abonné et va suivre les calendriers de chacune des options pour vous assurer d'avoir le plus grand gain possible avec les moyens que vous avez donnés à la disposition. Donc ça revient à dire que les plans tarifaires que tu nous as expliqués tantôt nous permettent de sauver des sous si on fait attention. Faire attention, ça veut dire baisser le thermostat, débrancher le véhicule électrique, peut-être interrompre le chauffe-eau. Ben, Elo, on est sous contracte la job de le faire à notre place. On n'a pas besoin d'y penser d'aller le faire, il va le faire pour nous. C'est juste ça. On s'engage à un service qui va s'assurer qu'on va atteindre nos objectifs. Il y a des petits avantages, je n'irai pas dans les détails, mais ça vous donne une application qui vous permet de suivre en temps un peu plus réel la consommation de votre maison. Et ça donne aussi des conseils et des avantages en d'autres aspects. Et donc, ça vous permet un suivi un peu plus accentué de vos périodes de pointe pour voir qu'est-ce qu'il pourrait faire. En plus, je donne des exemples de qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est mon spa. D'ailleurs, c'est une anecdote de mon beau-frère qui avait oublié son spa en pleine période de pointe dans le tapis. Évidemment, il était au crédit hivernal, ça lui a pas fait mal, mais ça lui a juste donné 0 crédit, même si tous ses thermostats étaient fermés. Donc, c'était son enjeu, mais vous pouvez voir que ça prend quand même dans des charges qui sont non connectées. Elo n'a pas le moyen de connecter tout, mais il va toujours s'assurer d'avoir les plus grandes charges sous gestion pour vous aider à faire les bons gestes. En terminant, mon cher ami, est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a des nouveaux tarifs qui s'en viennent ou est-ce que l'offre est complète puis il n'y a rien d'autre à venir pour les prochaines années? J'imagine que vous ne dormez pas au gaz chez Hydro-Québec. Oui, bien c'est ça. Fait que là, on a de plus en plus de demandes pour faire des jumelages. Donc, j'ai aujourd'hui ce que je vous ai donné comme offre, c'est-à-dire le tarif D standard, je vous le rappelle, le tarif flex qui est mesuré avec les tarifs qu'on a parlé tout à l'heure, et le crédit hivernal sont les offres aujourd'hui. Mais on est conscient de 2-3 affaires. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui fait de l'autoproduction et qui veut faire de la tarification dynamique, un ou l'autre, que ce soit le flex ou le crédit, ne peut pas. Donc, sachez qu'on travaille sur ça. Vous n'avez pas besoin de réécrire au service à la clientèle pour nous demander. Il y a quelque part, à un moment donné, le jumelage de ces deux offres-là va être possible. Okay? Donc, on va trouver un moyen d'aussi arriver à offrir une offre globale pour les électromobilistes et les participants à la tarification dynamique qui voudraient aussi être autoproducteurs. Parce que je peux aussi annoncer, ceux qui ne le savent pas, que Hydro-Québec a aussi la volonté d'avoir un nouveau programme pour supporter l'installation de panneaux photovoltaïques et d'autoproduction solaire en 2026. Donc, restez bien branchés sur les annonces qui vont être faites dans les prochains mois. Je ne peux pas vous annoncer à quel mois ça va être fait, mais ça va être en vigueur quelque part cette année et ça va permettre à ceux qui veulent se lancer dans l'autoproduction de profiter d'appuis financiers pour le faire. Et donc, il y a aussi les batteries, que ce soit la batterie fixe qui sont de plus en plus accessibles au niveau résidentiel. Et on a eu des demandes pour dire, mais qu'est-ce qui se passe si je vide ma batterie pendant les périodes de pointe? Aujourd'hui, vous pouvez le faire, mais jusqu'à concurrence de 0 kW sur votre panneau électrique. Certains ont mentionné, oui, mais si je vais plus loin. Donc,
on n'a pas encore les outils pour évaluer la valeur de ces kilowattheures-là, mais les batteries devenant de plus en plus populaires, les stratégies de contrôle, les compagnies qui vont être de plus en plus populaires, sachez qu'on va toujours être à l'affût des nouvelles technologies et adapter nos tarifs. Ce que tu veux dire, Étienne, par rapport à ça, c'est quelqu'un qui a de l'énergie stockée dans une batterie chez lui, qui est capable d'utiliser cette énergie-là plutôt que de prendre Hydro-Québec, pourrait complètement s'effacer d'Hydro-Québec puis s'alimenter à 100% par sa batterie. Mais mettons que la batterie est très grosse, il voudrait aussi peut-être être capable de vous fournir l'énergie à partir de sa batterie. Donc, vu que ça ne dure pas tellement longtemps, les événements de pointe, il peut dire, moi, pour 4 heures que ça dure, je suis capable de m'alimenter puis d'envoyer X nombre de kilowattheures à Hydro-Québec pour leur donner un coup de main. Ça le fait. Vous ne le supportez pas maintenant, mais c'est quelque chose qui, dans le futur, pourrait exister. Le réseau le supporte, on est capable de recevoir cette énergie-là, mais on n'a pas encore de plan tarifaire pour retenir la valeur de tout ça. Donc, on l'a dans notre viseur, mais on ne peut pas encore annoncer à quel moment ça va pouvoir être mis en vigueur. Mais sachez que c'est quelque chose qui va nécessairement être à l'heure du jour dans les prochaines années pour pouvoir, espérons-le, annoncer ça dès que possible et dès que nos systèmes vont être en mesure de pouvoir capter la valeur de ces options-là. Excellent. Étienne, j'ai comme l'impression que c'est pas la dernière fois qu'on se parle. Je te remercie beaucoup de ta disponibilité et puis, comme toujours, merci pour cette, je m'en allais dire franchise, mais je te dis la clarté avec laquelle tu expliques des concepts qui sont pas toujours faciles pour monsieur, madame, tout le monde, hein, on en convient. Là, peut-être les électromobilistes et les gens qui suivent Silence on roule sont un peu plus habitués d'entendre parler de kilowatts, de kilowattheures, mais je pense que monsieur, madame, tout le monde, à un moment donné, se perd un peu là-dedans. Je pense qu'on l'a bien simplifié, bien résumé. Et puis, quand il y a des nouveaux plans tarifaires ou des nouveaux trucs qui arrivent, fais-moi signe, on va en parler. Puis j'avais une dernière stat pour toi que j'avais oublié de te mentionner au sujet d'ILO, peut-être comme mot de la fin. Combien de pourcentage de notre clientèle est sur la tarification dynamique? On parlait d'environ 4 millions de clients, mais il y a environ 450 000 clients qui participent à une forme ou une autre de tarification dynamique au niveau résidentiel. Et de ce nombre-là, on a maintenant dépassé le 100 000 qui profitent des services d'ILO pour automatiser leur système. Donc, ça vous donne une idée, 4 millions de clients total, environ 450 000 qui jouent avec les opportunités de gérer leur puissance pendant les périodes de pointe. Et de ce 450 000-là, il y en a 100 000 qui profitent des services d'ILO pour faciliter leur travail. Donc, ces chiffres-là de 100 000 et 450 000 sont voués à grandir encore. Donc, j'invite les auditeurs qui ne le sont pas déjà d'évaluer cette opportunité-là dans leur espace client et de s'abonner dès que c'est possible. Oui. Et dis-moi, ces 400 000 personnes-là qui participent d'une façon ou d'une autre, quand il y a une période de pointe et qu'ils participent, justement, c'est quoi? C'est 10 % à peu près, là, qui participent instantanément. Est-ce que de façon tangible, vous le voyez sur le réseau? Est-ce que vous pouvez dire, regarde, le monde vient de réduire leur consommation, on voit que la consommation baisse. Est-ce que chez Hydro, il y a quelqu'un qui a un écran là, puis qui voit à 6 heures le matin l'effort collectif? Clairement, et quand on superpose nos 450 000 clients, c'est encore plus évident parce que là, on regarde seulement l'effort de notre groupe de clients résidentiels et on voit les 2 gros trous qui se forment à chacune des événements quand il y en a 2 dans une même journée ou parle. Donc, on voit l'impact des efforts qui sont faits par la clientèle et ça se répercute sur le profil complet du réseau, sans l'ombre d'un doute. Et on va toujours travailler à essayer d'améliorer ce profil-là pour donner de la place à nos moyens de gestion et à garder le réseau en santé. Voilà. Étienne Saint-Cyr d'Hydro-Québec, merci beaucoup pour ta présence. Merci Martin, à très bientôt. Vous conduisez un véhicule électrique ou hybride? Votre atelier Napa AutoPro NextDrive a la solution pour son entretien et ses réparations, tout en gardant votre garantie du manufacturier. Chez NextDrive, nos techniciens sont certifiés et formés aux technologies de demain, utilisant les outils et les logiciels les plus récents, et ce, pour toutes les marques et tous les modèles. Que ce soit pour une inspection annuelle, une réparation spécialisée ou des conseils sur votre véhicule électrique, votre centre de service Napa AutoPro NextDrive vous offre un service personnalisé, fiable et rapide.
NextDrive, le réseau national d'ateliers Napa Autopro indépendant certifié pour les véhicules de nouvelle génération avec une garantie qui s'étend partout au Canada. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui et donnez à votre véhicule le service qu'il mérite. Visitez le napanextdrive.ca. Votre véhicule électrique vous dira merci. NextDrive, votre solution pour l'entretien et la réparation des véhicules électriques. La chronique Le verre à moitié plein est une présentation du balado Passé décomposé, votre balado qui traite d'histoire de la Nouvelle-France et de généalogie. Visitez le passédécomposé sans accent.com. Chronique Le verre à moitié plein avec Daniel Rochefort. Sur le plan environnemental, est-ce que c'est une bonne chose de voir des véhicules chinois sur le marché canadien quand on sait qu'en Chine, l'industrie est encore très dépendante du charbon et des autres combustibles fossiles? Je suis Daniel Rochefort, bienvenue à la chronique Le verre à moitié plein. Pour nous faire une tête là-dessus, regardons l'indicateur le plus important d'après moi, les émissions de carbone. Les analyses de cycle de vie le démontrent depuis longtemps. Fabriquer des véhicules électriques, ça émet plus de carbone dans l'atmosphère que fabriquer des véhicules à essence. Grosso modo, là, c'est dû au fait que fabriquer des batteries, c'est beaucoup plus énergivore que fabriquer des simples réservoirs d'essence, là. Pour analyser cette question, on va donc se baser sur l'étude la plus récente publiée en 2025 par ICCT, le International Council on Clean Transportation. Je vous mets le lien de l'étude sur la page de l'épisode pour que vous puissiez constater par vous-même. On y fait état d'un surplus d'émissions d'entre 50 et 100% pour fabriquer un véhicule électrique. Pour faire simple, alors que la fabrication d'une voiture à essence, ça va émettre autour de 7 tonnes de GES en moyenne, pour une voiture électrique, ça va tourner entre 11 et 14 tonnes, selon la taille et la provenance des batteries du véhicule. L'endroit où on manufacture les batteries, ça ferait vraiment une grosse différence. Je vous donne un exemple calculé avec les chiffres de l'étude. Admettons qu'on compare un Chevrolet Equinox avec un modèle comparable à peu près de la même taille de batterie, mais fabriqué ailleurs. Pour faire les batteries pour le Equinox dans une usine des États-Unis, on va parler d'un dégagement moyen de gaz à effet de serre d'environ 5,4 tonnes de CO2. Un véhicule très semblable, avec la même taille de batterie, admettons une Ioniq 5 qui a la même taille de batterie qu'un Equinox, on parle maintenant de 6,2 tonnes de CO2 s'il est fabriqué en Corée. Donc un peu moins de 1 tonne de plus. Ça, c'est parce que la Corée, elle a un mix énergétique beaucoup dépendant du charbon et du gaz naturel. Pour un modèle avec des batteries fabriquées au Japon cette fois, admettons un Toyota BZ qui aurait la même quantité de batterie, on émettrait dans les 6,4 tonnes. Comme la Corée, le Japon est très dépendant du charbon et du gaz. Et pour la Chine, là, c'est le pire cas. On parlera plutôt de 6,8 tonnes. Donc, presque 1,5 tonne de plus. On voit qu'il y a effectivement un impact. Ça peut même sembler important comme impact, puisqu'on fabrique maintenant des millions de véhicules électriques chaque année. Un marché mondial de 20 millions de véhicules électriques en 2025, dont la majorité sont fabriqués en Chine. Mais tout ce raisonnement-là, en fait, c'est un piège. Un piège que vont tenter de vous servir ceux qui veulent pas voir les véhicules chinois sur notre territoire. Et je parle même pas de l'incohérence quand on voit que l'impact entre un véhicule chinois, japonais ou coréen, c'est quasiment le même au fond. Puis pourtant, on n'a pas de problème à acheter des Hyundai, des Kia, des Toyota sur notre marché. Mais les véhicules chinois, ça cause un gros problème. Bon, c'est certain, c'est un impact réel. C'est pas négligeable. Si on avait des industriels un peu plus visionnaires ici, ça pourrait changer la donne. Il y en a d'ailleurs des industriels visionnaires en Europe et les véhicules fabriqués là-bas ont beaucoup moins d'impact. Si on fabriquait des véhicules électriques ici, ça aurait encore là beaucoup moins d'impact. Mais je le répète, cet argument-là, ça reste un piège pour vous embrouiller. Quand on commence à se pencher sur ces questions-là, il faut regarder l'ensemble du problème. Est-ce que c'est important sur l'ensemble du portrait des émissions d'un véhicule? On appelle ça l'analyse de cycle de vie.
Quand on regarde l'utilisation du véhicule, on réalise que la provenance du véhicule, c'est presque insignifiant par rapport à l'utilisation elle-même du véhicule. Soyons clairs, là, pour un Québécois ou un Canadien moyen, rouler électrique, c'est remplacer l'essence la plus sale de la planète par l'électricité la plus propre, ce qui se traduit en moyenne par une réduction d'émissions de CO2 de presque 3 tonnes par année. Puis ça, c'est pas juste les Québécois, là, c'est vrai pour 80% des Canadiens là, qui utilisent de l'électricité presque décarbonée. Là. 3 tonnes par an de CO2 évité. Donc, le surplus d'émissions provoqué par une fabrication en Asie là, ou en Chine, il est annulé en 6 mois d'utilisation pour la plupart des Canadiens. Là. En tout, un véhicule électrique qui roule une quinzaine d'années au Québec, ça permet en fait d'éviter une 40aine de tonnes de GES sur la vie du véhicule, là, au prix d'un surplus de 5 à 6 tonnes pour fabriquer un véhicule électrique. Donc, dans l'absolu, là, si la venue des véhicules fabriqués en Chine elle peut permettre d'accélérer l'électrification, on va être largement gagnant en termes de lutte au changement climatique au bénéfice des générations futures. Et là, j'ai même pas parlé là, des avantages de voir arriver des véhicules chinois équipés des batteries LFP. Là. Ça, c'est les batteries qui contiennent pas de métaux critiques comme le cobalt et le nickel. C'est des batteries largement plus, je mets des gros guillemets, plus vertes. Et la plupart sont fabriquées en Chine pour le moment. Là. Pour l'anecdote, les batteries LFP de la nouvelle Bolt 2027, la Bolt qui est fabriquée aux États-Unis, les batteries devraient être importées de Chine. Et j'ai pas abordé non plus la possibilité d'avoir des véhicules chinois plus petits, avec des batteries plus petites, donc moins impactantes à fabriquer. Des véhicules plus petits que les manufacturiers actuellement présents au Canada, ils refusent de nous offrir, là, alors qu'ils se vendent très bien en Europe, ces véhicules-là. Mais comme ils coûtent moins cher, il y a moins de profit à se faire, donc on ne vous les offre pas. Et les Chinois pourraient les offrir, eux. Bref, si en tant que consommateur, on décide d'hésiter entre un véhicule chinois et un véhicule fait ailleurs dans le monde, ce qui est légitime, là, soit dit en passant, là, je pense pas qu'il faut hésiter pour des raisons environnementales. Du moins, pas tant qu'on n'a pas la capacité de les fabriquer ici à la place, les véhicules. L'important, c'est d'accélérer le pas en électrification. L'important, c'est qu'on aille plus de modèles, moins chers et en plus d'exemplaires, pour qu'on sorte du pétrole au plus sacrant. Là. Mais entre vous et moi, là, il peut y avoir plein d'autres raisons très valables pour lesquelles on décide de ne pas acheter un véhicule fait en Chine, hein, ou même plein d'autres raisons très valables pour lesquelles on boycotterait les véhicules faits aux États-Unis. Je dis ça, je dis rien. Hein. Après tout, acheter, c'est voter, comme on dit. J'en profite donc pour faire une petite annonce, pour vous aider à faire un choix éclairé, selon vos valeurs, Équiterre a ajouté dans son catalogue roulant électrique la provenance des véhicules rechargeables disponibles au Québec où ils sont fabriqués. Donc, plein d'autres informations utiles à la demande générale. Le catalogue des véhicules électriques est disponible à l'adresse roulantélectrique.ca/catalogue. Les nouveaux modèles chinois vont être ajoutés dès qu'on va avoir des informations. À bientôt, les amis. On est un peu dans la saison morte au niveau des activités entourant l'électromobilité. Donc, pour le moment, il n'y a rien à l'agenda, mais restez à l'affût. Vous devriez aller jeter un coup d'œil une fois de temps en temps sur le site web de l'AVEQ, aveq.ca. Une fois sur le site web, dans les menus, dans les choix, vous choisissez événements et calendrier. Tous les événements à venir y sont très bien répertoriés. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Un merci particulier à nos collaborateurs et amis, c'est-à-dire Étienne Saint-Cyr, Laurent Gigon et Daniel Rochefort. À la recherche, Martin Archambault, chroniqueur, Stéphane Daou, Marco Dumais, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios Basses. Un merci tout spécial à l'AVEQ, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible. Hydrosolutions, Précision PPF Vitres teintées, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Roger Bénard Rénovation, le balado Passé décomposé ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec.
La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca. Nous avons également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous êtes repris la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.